Le soleil se couchait sur Deauville, baignant la promenade des planches d'une douce lumière dorée. Élisabeth Dumas rajusta son simple tailleur beige, vestige d'une époque révolue où elle avait fréquenté les grands hôtels au bras de son mari. 5 années étaient écoulées depuis la disparition inexpliquée de François. 5 années pendant lesquelles elle avait attendu un signe, une lettre, un appel qui n'était jamais venu. Devant elle se dressait le Grand Rivage, palace mythique de la côte normande où défilaient stars de cinéma et héritiers fortunés. Élisabeth hésita un instant, sa petite valise en cuir usé à la main. Cette visite n'était pas un caprice. Elle venait honorer la mémoire de sa mère, décédée 1 an plus tôt, qui avait toujours rêvé de séjourner dans cet établissement légendaire. « La chambre 217, s'il vous plaît », demanda-t-elle d'une voix calme au jeune homme en uniforme qui la toisait derrière le comptoir de marbre. « Bien sûr, madame. Ce sera pour combien de nuits? 3 nuits ?» Le réceptionniste pianota sur son ordinateur, son regard s'attardant sur la tenue simple et la valise défraîchie d'Élisabeth. « Ce sera 850 € par nuit, petit déjeuner non inclus. » Élisabeth tendit sa carte bancaire sans broncher. Le salon de thé qu'elle tenait à Paris lui permettait tout juste de vivre, mais elle avait économisé pendant des mois pour ce séjour. Le terminal émit un bip strident. « Désolé, madame. Paiement refusé. »« C'est impossible, » murmura Élisabeth, sentant le regard des autres clients se poser sur elle. « Veuillez réessayer, je vous prie. » Le réceptionniste s'exécuta avec un sourire pincé. Nouveau refus. Un silence pesant s'installa dans le hall somptueux au lustre scintillant. « Y a-t-il un problème ?» Une voix grave résonna derrière le comptoir. Un homme élégant d'une 50aine d'années s'avança, le dos parfaitement droit dans son costume impeccable. « Monsieur Verlaine, le directeur », présenta le réceptionniste avec déférence. Verlaine examina Élisabeth comme on étudierait un insecte importun. « Madame rencontre des difficultés de paiement », expliqua-t-il, son accent parisien délibérément appuyé. Élisabeth sentit ses joues s'empourprer. Autour d'elle, les chuchotements s'intensifiaient. Une femme en robe de soirée se pencha vers son compagnon. Les gens devraient connaître leur place, vraiment. Verlaine éclaircit la gorge. « Madame, peut-être, le Grand Rivage n'est-il pas l'établissement qui vous convient? Je peux vous suggérer l'auberge du port. C'est un lieu plus adapté aux personnes dans votre situation. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Élisabeth se redressa, puisant dans une dignité que personne ne pouvait lui enlever. « Ma situation? Je veux dire, vos moyens semblent limités. Nous ne voudrions pas vous voir embarrassé. » Un homme près de la cheminée observait attentivement la scène, à moitié dissimulé derrière un journal. Ses yeux sombres ne quittaient pas Élisabeth. « Je comprends, » dit-elle finalement, récupérant sa carte et sa valise. « Veuillez m'excuser du dérangement. » Elle traversa le hall, la tête haute, ignorant les regards moqueurs. Dehors, l'air marin la frappa au visage, mêlé à ses larmes silencieuses. L'humiliation brûlait en elle, ravivant de vieilles blessures jamais cicatrisées. Sur la promenade, Élisabeth s'arrêta, contemplant la mer qui s'assombrissait. 5 ans plus tôt, François l'avait abandonnée sans explication, la laissant seule avec leurs rêves brisés et un compte bancaire vidé. Avait-elle vraiment cru pouvoir jouer à la cliente fortunée dans ce monde qui n'était plus le sien? « Madame, attendez !» Elle se retourna. Un jeune serveur du Grand Rivage courait vers elle, son uniforme impeccable se détachant dans le crépuscule. « Vous avez oublié ceci, » dit-il, lui tendant un petit carnet qu'elle ne reconnaissait pas. « Ce n'est pas à moi, » répondit Élisabeth, perplexe. « Un client a insisté pour que je vous le remette, » expliqua le garçon avec un sourire complice. « Il a dit que vous comprendriez. » Intriguée, Élisabeth ouvrit le carnet. À l'intérieur, une clé était attachée à la première page, accompagnée d'une note. 17 rue des Glycines, Deauville. La porte est ouverte au nouveau départ. Qui vous a donné cela? Le serveur haussa les épaules. Je ne peux pas le dire, madame. Bonne soirée. Il disparut aussi vite qu'il était venu, laissant Élisabeth seule avec ce mystérieux cadeau. La rue des Glycines. Elle connaissait cet endroit.
Une petite rue commerçante près de la plage, loin des palaces prétentieux. La clé pesait dans sa main, aussi lourde que le choix qui s'offrait à elle. Rentrer à Paris, vaincue, ou suivre cette piste improbable. Après tout, que lui restait-il à perdre? La nuit tombait sur Deauville, enveloppant la station balnéaire d'un manteau d'étoiles. Élisabeth serra le carnet contre son cœur et prit une profonde respiration. Sa dignité serait sa force, son passé peut-être, mais surtout son avenir. Le 17 rue des Glycines s'avéra être une petite boutique à la devanture bleu ciel, nichée entre une librairie ancienne et un fleuriste. Une pancarte défraîchie indiquait « à louer » dans la vitrine poussiéreuse. Élisabeth contempla la façade, perplexe. La clé qu'elle tenait correspondait-elle vraiment à cet endroit abandonné? Après un instant d'hésitation, elle inséra la clé dans la serrure. Le mécanisme céda dans un cliquetis satisfaisant, comme si la porte l'attendait depuis longtemps. L'intérieur était plongé dans l'obscurité. Élisabeth chercha un interrupteur à tâtons et une douce lumière révéla un espace chaleureux malgré son délabrement. Une petite salle aux murs lambrissés s'ouvrait devant elle. Quelques tables rondes en bois patiné étaient disposées sous une verrière art déco. Au fond, un comptoir en marbre et des étagères vides suggéraient un commerce oublié. Une épaisse couche de poussière recouvrait l'ensemble, mais Élisabeth discernait immédiatement le potentiel de l'endroit. « Un salon de thé » murmura-t-elle, caressant distraitement le bois d'une table. C était son rêve depuis toujours, bien avant sa rencontre avec François. Un lieu intime où le temps s'arrêterait autour d'une tasse fumante et d'une pâtisserie maison. Une enveloppe l'attendait sur le comptoir, son nom écrit à la main d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. À l'intérieur, un mot sibyllin. Parfois, l'humiliation n'est que le début d'une renaissance. Vous avez 3 mois pour faire revivre cet endroit. Considérez-le comme prêté, pas donné. Aucune signature, aucune explication supplémentaire. Élisabeth examina une seconde feuille, un contrat de location pour 3 mois avec un loyer modeste, déjà signé par un certain J.M. Investissement. C'est complètement fou, dit-elle à voix haute. Qui lui offrait cette opportunité? Un piège, une plaisanterie cruelle, ou un miracle tombé du ciel au moment précis où elle touchait le fond. Le lendemain matin, décidée à éclaircir ce mystère, Élisabeth se rendit chez le notaire indiqué sur le contrat. Maître Leroy, un homme corpulent aux favoris grisonnants, l'accueillit avec une cordialité distante. « Ah, Madame Dumas, j'attendais votre visite. Les papiers sont en ordre. J'ai reçu instruction de vous remettre ceci également. » Il lui tendit une enveloppe contenant une somme modeste en liquide. « Pour démarrer les travaux, apparemment. Maître Leroy, qui est derrière tout cela ?» demanda Élisabeth, déconcertée. Le notaire rajusta ses lunettes. « Je ne suis pas autorisé à divulguer l'identité de mon client, madame, mais je peux vous assurer que tout est parfaitement légal. » En sortant de l'étude, Élisabeth croisa une vieille dame qui l'observait avec curiosité. « Vous êtes la nouvelle locataire du 17 ?» demanda la dame en s'approchant. « Oh, je suis Mathilde Bonnet. Je tiens la librairie à côté. On commençait à croire que ce local resterait vide éternellement. J'envisage d'y ouvrir un salon de thé, répondit Élisabeth, surprise par sa propre audace. Un salon de thé, exactement ce qu'il manque dans le quartier, s'enthousiasma Mathilde. Depuis la fermeture de la pâtisserie Moreau il y a 5 ans, on n'a plus d'endroit pour bavarder autour d'un gâteau. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Élisabeth mobilisa ses maigres économies, compléta avec la somme mystérieuse et se lança dans une rénovation modeste mais efficace. Des rideaux de dentelle ancienne achetés dans une brocante, des nappes dénichées chez un antiquaire désireux de se débarrasser de son stock, des tasses dépareillées mais charmantes. Chaque trouvaille ajoutait une touche personnelle à son salon. Le quartier suivait sa transformation avec intérêt. Mathilde lui présentait les commerçants. Pierre le fleuriste lui offrait des bouquets pour égayer la devanture, et même le boulanger du coin proposait de fournir des viennoiseries en attendant qu'elle installe sa propre cuisine. Un soir,
Alors que Élisabeth peignait une dernière couche de peinture bleue sur les boiseries, la clochette de la porte tinta. Un homme d'allure distinguée, la cinquantaine, entra et observa les lieux avec attention. « Nous ne sommes pas encore ouverts », s'excusa Élisabeth, gênée d'être surprise, en salopette tachée, les cheveux négligemment attachés. « Je ne venais pas pour le thé », répondit l'homme avec un léger sourire. « Je passais dans le quartier et j'ai remarqué les changements. C'est remarquable ce que vous avez accompli en si peu de temps. » Quelque chose dans sa voix troubla Élisabeth. Un accent légèrement traînant, une intonation familière qu'elle n'arrivait pas à placer. « Avons-nous été présentés ?» demanda-t-elle, perplexe. « Non, pas vraiment. » L'homme tendit la main. « Jean Mercier, je m'intéresse aux petites entreprises locales. Élisabeth Dumas. »« Je sais, » dit-il, avant de se reprendre. « Je veux dire, j'ai entendu parler de votre projet par les commerçants du quartier. » Une intuition traversa Élisabeth. « J.M. Investissement. C'est vous ?» L'homme détourna le regard. « Oh, disons que je suis un investisseur qui croit en l'avenir de Deauville. Votre salon sera une belle addition à cette rue. Pourquoi m'aider? Vous ne me connaissez même pas. Parfois, Madame Dumas, il suffit d'observer une personne quelques minutes pour savoir qu'elle mérite une chance. » Son regard s'attarda sur elle. « J'ai hâte de goûter vos pâtisseries. On dit que vous avez un talent particulier pour les tartes aux pommes. Comment pouvait-il savoir cela ?» Élisabeth n'avait partagé cette information avec personne à Deauville. Avant qu'elle puisse l'interroger davantage, il s'inclina légèrement. « Bonne chance pour l'ouverture. Je repasserai. » La porte se referma sur lui, laissant Élisabeth troublée. Cet homme avait quelque chose de vaguement familier, comme un parfum qu'on reconnaît sans pouvoir le nommer. 2 semaines plus tard, les Glycines ouvraient ses portes. Une file d'attente discrète mais enthousiaste se forma dès le matin. Élisabeth, vêtue d'une simple robe bleue assortie à la devanture, accueillait ses premiers clients avec un mélange d'appréhension et de fierté. Son salon de thé était né comme une revanche douce amère sur le destin. Les jours écoulaient comme un ruisseau tranquille aux les Glycines. L'établissement d'Élisabeth avait rapidement conquis une clientèle fidèle, attirée par l'authenticité du lieu et la qualité de ses pâtisseries. Sa tarte tatin, préparée selon une recette familiale transmise par sa grand-mère, était devenue la coqueluche des habitants du quartier. Chaque matin, Élisabeth se levait à l'aube dans le petit appartement qu'elle avait loué non loin. Elle préparait ses pâtes à tarte, ses crèmes pâtissières et ses confitures avant même que le soleil ne caresse les toits de Deauville. Était un rituel apaisant, une danse silencieuse entre ses mains et les ingrédients simples qu'elle transformait en petites merveilles. Mathilde, la libraire voisine, passait tous les jours à 10 heures précises pour son thé Earl Grey et sa part de tarte. Elle s'installait près de la fenêtre, un livre ouvert devant elle, et observait le balai des clients. « Tu as vu? Il est encore là », chuchota-t-elle un matin en désignant discrètement un homme assis au fond de la salle. Jean Mercier, l'énigmatique investisseur, était devenu un habitué. Il arrivait chaque jour à 11 heures, commandait toujours le même assortiment, un thé vert et un morceau de tarte aux pommes, et s'attardait parfois jusqu'à la fermeture, observant Élisabeth servir ses clients avec une attention qui la troublait. « Il ne te quitte pas des yeux », ajouta Mathilde avec un sourire entendu. « Ne sois pas ridicule », répondit Élisabeth en rougissant légèrement. « Il surveille son investissement, rien de plus. » Pourtant, elle ne pouvait nier le frisson qui la parcourait chaque fois que leurs regards se croisaient. Était absurde. Elle avait juré de ne plus jamais faire confiance à un homme après le départ brutal de François. Un midi, alors que la clientèle était momentanément clairsemée, Jean s'approcha du comptoir. « Votre salon est un véritable succès », dit-il en contemplant les vitrines presque vides. « Anna, vous avez réussi en quelques semaines ce que beaucoup n'accomplissent pas en années. Merci, mais je n'ai pas encore remboursé votre avance, » répondit Élisabeth, pragmatique. « Ce N était pas un prêt, Madame Dumas, mais un investissement. La différence est fondamentale. » Ses yeux s'attardèrent sur elle. « Avez-vous déjà pensé à agrandir ? » « Agrandir ? Je viens à peine d'ouvrir. La demande est là.
Vous pourriez proposer des déjeuners légers, embaucher une serveuse pour vous seconder. Ce bâtiment a une arrière-cour qui pourrait être transformée en terrasse pour l'été. Elisabeth secoua la tête, troublée par tant d'ambition. Je préfère rester modeste et authentique. C'est ce que les clients apprécient. Authentique. Oui, modeste. Pourquoi? Vous méritez mieux, Elisabeth. L'utilisation soudaine de son prénom l'a surpris. Cet homme l'observait comme s'il cherchait à percer un mystère. Qui était-il vraiment? Le lendemain, un incident vint perturber la quiétude du salon. Philippe Verlaine, le directeur du Grand Rivage, franchit la porte des Glycines, accompagné d'un homme à l'allure administrative. « Madame Dumas », commença-t-il avec un sourire glacial. « Quelle charmante petite affaire vous avez montée ici, Monsieur Verlaine, » répondit froidement Elisabeth. « Que me vaut ce plaisir inattendu? Simple visite de courtoisie entre voisins. » Son regard balaya la salle. « Je vois que vous avez trouvé votre place, finalement, bien plus appropriée que notre établissement. » L'homme qui l'accompagnait s'avança. « Je suis inspecteur des services d'hygiène. Nous avons reçu une plainte concernant vos installations. » Elisabeth pâlit. « Une plainte? J'ai veillé à respecter scrupuleusement toutes les normes. » « C'est ce que nous allons vérifier, » répondit l'inspecteur en sortant un carnet. « Pouvez-vous me montrer votre cuisine ?» Les clients observèrent la scène avec inquiétude. Mathilde, présente comme chaque matin, se leva pour soutenir son amie. « C'est ridicule. Tout le monde sait que la cuisine d'Elisabeth est impeccable. » Verlaine sourit avec suffisance. « Les règles sont les règles, madame. La sécurité de nos concitoyens est primordiale, n'est-ce pas ? » L'inspection dura 1 heure interminable. L'homme fouilla chaque recoin, examina les réfrigérateurs, vérifia les dates de péremption, mesura la température des vitrines. Elisabeth le suivait, le cœur battant, consciente que la réputation de son salon dépendait de son verdict. Finalement, l'inspecteur referma son carnet. « Tout semble en ordre, Madame Dumas. Vos installations sont conformes. Je vous conseille néanmoins de remplacer le joint de votre réfrigérateur dès que possible. » Le soulagement d'Elisabeth fut de courte durée. Verlaine, visiblement contrarié, intervint. « Vous n'avez pas vérifié l'arrière-cour. Les poubelles y sont-elles correctement entreposées? Je n'utilise pas l'arrière-cour, » expliqua Elisabeth. « Mes déchets sont stockés dans les conteneurs réglementaires à l'intérieur. » L'inspecteur hocha la tête, satisfait, mais Verlaine ne semblait pas prêt à abandonner. « J'ai également des inquiétudes concernant les autorisations d'occupation de la voie publique. Ces tables sur le trottoir sont parfaitement légales, » interrompit une voix grave. Jean Mercier venait d'entrer, impeccable dans son costume sombre. « Madame Dumas dispose de toutes les autorisations nécessaires. » Je me suis personnellement assuré que son dossier était irréprochable. Verlaine se figea à la vue de Jean. « Monsieur Mercier, je ne savais pas que vous connaissiez cet établissement. »« Il y a beaucoup de choses que vous ignorez, Verlaine, » répondit Jean avec une froideur calculée. « Par exemple, que j'apprécie particulièrement ce salon de thé. Un conseil, concentrez-vous sur les nombreux problèmes du Grand Rivage plutôt que de harceler les petits commerçants. » Elle échange intrigua Elisabeth. Ces 2 hommes se connaissaient visiblement, et Verlaine semblait étrangement intimidé par Jean. Après le départ précipité du directeur et de l'inspecteur, le salon retrouva son atmosphère paisible. Les clients commentaient l'incident à voix basse, plus amusés qu'inquiets. « Merci pour votre intervention, » dit Elisabeth en servant à Jean son thé habituel. « Je ne comprends pas pourquoi le directeur du Grand Rivage s'acharne ainsi. » « La réussite attire toujours les jaloux, » répondit Jean en remuant son thé, « particulièrement quand elle est méritée. Vous semblez bien le connaître. Disons que nos chemins se sont croisés professionnellement. » Il changea de sujet. « Avez-vous réfléchi à ma proposition d'agrandissement? Je ne suis pas sûr de vouloir m'engager davantage. Le bail expire dans 2 mois. » Jean la regarda intensément. « Et si je vous proposais d'acheter ce bâtiment? Pour vous, Elisabeth, ce serait un nouveau départ, sans délai, sans incertitude. Pourquoi feriez-vous cela? Demanda-t-elle, décontenancée par tant de générosité.
Peut-être parce que j'ai une dette envers vous, murmura-t-il, si bas qu'elle crut avoir mal entendu. Une dette? Nous nous connaissons à peine. Il détourna le regard. Parfois, les liens qui nous unissent sont invisibles, mais solides comme des amarres. Cette phrase énigmatique résonna en Élisabeth comme un écho lointain. Jean Mercier était-il lié à son passé? À François? L'idée semblait absurde. Et pourtant, plusieurs fois, elle avait surpris dans ses gestes, dans ses mots, des réminiscences troublantes. Cette façon de tenir sa tasse, ce regard quand il goûtait sa tarte aux pommes, cette expression pensive quand il l'observait. Le soir venu, Élisabeth ferma boutique plus tard que d'habitude. Un orage menaçait, assombrissant prématurément le ciel de Deauville. Elle balayait la salle quand la porte s'ouvrit brusquement. « Oh, nous sommes fermés », commença-t-elle avant de reconnaître la silhouette imposante de Verlaine. L'homme avança, le regard trouble, l'haleine chargée d'alcool. « Alors c'est ici que vous vous cachez », dit-il en ricanant. « J'aurais dû m'en douter. Je vous demande de partir, monsieur Verlaine. Vous ne comprenez pas, insista-t-il en s'approchant dangereusement. Vous jouez avec le feu, madame Dumas. Ou devrais-je dire, madame Mercier? Madame Mercier. La question de Verlaine résonna dans le salon vide, figeant Élisabeth sur place. Vous pensiez vraiment que personne ne ferait le rapprochement? Elle recula d'un pas, serrant son balai comme un bouclier improvisé. Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Je m'appelle Dumas, pas Mercier. Verlaine laissa échapper un rire aigre. Dumas. Oui, votre nom de jeune fille. Mais vous êtes, elle, épouse de François Mercier, n'est-ce pas? Le propriétaire du groupe hôtelier Rivage, dont notre établissement est le fleuron. Le monde d'Élisabeth vacilla. François Mercier? J'en serais François? Son mari disparu depuis 5 ans? C'est absurde, murmura-t-elle, tentant de masquer son trouble. Mon mari s'appelait François Dumas. Il était architecte, pas hôtelier. Vraiment? Verlaine sortit de sa poche un article de journal froissé. Regardez par vous-même. François Mercier, discret magnate de l'hôtellerie de luxe, a mystérieusement disparu de la vie publique il y a 5 ans, cédant la gestion quotidienne de son empire à des directeurs locaux. La photo accompagnant l'article montrait un homme plus jeune, aux cheveux plus foncés, mais indéniablement Jean, ou plutôt François, son mari. C'est impossible, balbutia-t-elle, s'appuyant au comptoir pour ne pas défaillir. Oh, c'est tout à fait possible, insista Verlaine. Donc ce qui m'échappe, c'est pourquoi la femme du propriétaire se fait humilier dans son propre hôtel. Un jeu pervers entre vous deux, ou ignorez-vous réellement qui est votre bienfaiteur? L'esprit d'Élisabeth tournoyait dans un maelstrom de questions. François lui avait menti pendant toutes ces années de mariage. Il n'avait jamais été l'architecte modeste qu'il prétendait être. Et maintenant, il réapparaissait dans sa vie sous un faux nom, l'observant, la manipulant comme une marionnette. « Sortez », ordonna-t-elle d'une voix tremblante. « Sortez immédiatement. »« Avec plaisir », répondit Verlaine, satisfait du chaos qu'il venait de semer. « Mais réfléchissez à votre position, madame. Si vous êtes effectivement Élisabeth Mercier, vous pourriez revendiquer une part de l'empire de votre mari, incluant le Grand Rivage. » Il jeta l'article sur une table. « Une alliance pourrait nous être mutuellement bénéfique. » La porte se referma derrière lui, laissant Élisabeth seule avec la révélation qui venait de bouleverser son existence. La nuit fut interminable. Allongée sur son lit, Élisabeth revivait chaque instant passé avec Jean ou François, ses attentions, ses regards, sa connaissance intime de ses goûts. Comment avait-elle pu ne pas reconnaître son propre mari? Était-elle aveugle à ce point? Une part d'elle refusait d'y croire. François l'avait abandonnée, vidant leur compte commun avant de disparaître sans un mot. Comment cet homme pouvait-il être le même que celui qui l'aidait aujourd'hui à reconstruire sa vie? À l'aube, sa décision était prise. Elle confronterait Jean Mercier dès sa prochaine visite. Mais il ne vint pas ce jour-là, ni le suivant. Une semaine passa sans que l'homme mystérieux ne franchisse la porte des Glycines. Il a peut-être dû s'absenter pour affaires, suggéra Mathilde, inquiète de voir son ami si préoccupé. Les hommes d'affaires voyagent beaucoup. Élisabeth acquiesça distraitement. Si Jean était véritablement François,
Alors l'empire hôtelier dont parlait Verlaine devait requérir son attention. Mais pourquoi disparaître précisément après la visite du directeur? Avait-il été prévenu de la révélation imminente? Un soir, n'y tenant plus, elle décida de se rendre au Grand Rivage. Non plus en cliente potentielle intimidée, mais en femme déterminée à découvrir la vérité. Le hall somptueux qu'elle avait quitté sous les regards moqueurs semblait différent cette fois-ci. Peut-être parce qu'elle le voyait avec les yeux d'une propriétaire potentielle et non plus d'une intruse. « Je souhaite voir Monsieur Verlaine », annonça-t-elle au réceptionniste, le même jeune homme qui l'avait éconduite. Il la reconnut immédiatement, son visage trahissant une légère gêne. « Je regrette, madame, mais Monsieur Verlaine n'est plus associé à notre établissement. » Comment ça? Il a été remercié il y a 3 jours. Je ne suis pas autorisé à en dire plus. Elisabeth fronça les sourcils. Qui dirige l'hôtel maintenant? Monsieur Lambert, l'ancien adjoint, en attendant les directives du siège parisien. Troublée, elle quitta le Grand Rivage, plus confuse que jamais. Le renvoi de Verlaine coïncidait étrangement avec sa révélation sur l'identité de Jean Mercier. De retour aux Glycines, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. Son nom y était calligraphié d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement. Elle, écriture de François. À l'intérieur, une simple carte. Manoir des Embruns, 21h ce soir. Je vous dois des explications. Le manoir des Embruns était une propriété légendaire surplombant la mer, à quelques kilomètres de Deauville. Une demeure historique que les rumeurs disaient se récemment acquise par un riche industriel. Sans hésiter, Elisabeth appela un taxi. Le temps des réponses était venu. Le manoir se dressait, majestueux, face à l'océan déchaîné par une tempête naissante. Un majordome l'accueillit sous un parapluie, la guidant à travers un jardin luxuriant jusqu'à une porte en chêne massif. « Monsieur vous attend dans la bibliothèque », annonça-t-il en l'introduisant dans un hall aux proportions impressionnantes. Elisabeth suivit le domestique à travers un dédale de couloirs orné de tableaux anciens. Son cœur battait à se rompre. Après 5 ans d'absence et de questions sans réponse, elle allait enfin confronter l'homme qui avait brisé sa vie. La bibliothèque était une vaste pièce aux murs recouverts de livres reliés en cuir. Un feu crépitait dans une imposante cheminée en marbre, projetant des ombres dansantes sur les fauteuils profonds et les tables basses en acajou. Jean, ou plutôt François, se tenait debout devant la fenêtre, contemplant la mer en furie. Il se retourna lentement à son entrée. « Elisabeth » murmura-t-il, son visage trahissant une émotion que l'ancien François n'aurait jamais laissé paraître. « François » répondit-elle froidement. « Ou préférez-vous que je vous appelle Jean ?» J'avoue que je m'y perds un peu dans vos identités. Il fit un geste vers un fauteuil. « Asseyez-vous, je vous en prie, vous méritez une explication. » 5 ans de silence et de mensonges méritent effectivement quelques éclaircissements. François, elle ne pouvait plus penser à lui autrement, s'assit face à elle, les mains jointes comme en prière. « Par où commencer ?» soupira-t-il. « Je vous ai menti, Elisabeth, depuis notre première rencontre. Je n'ai jamais été l'architecte modeste que je prétendais être. Verlaine m'a montré l'article. Vous êtes propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. C'est plus complexe que cela. » François se leva, incapable de rester en place. « Je suis né dans une famille fortunée, héritier d'un empire hôtelier créé par mon grand-père. Dès mon plus jeune âge, j'ai été formaté pour reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Une vie tracée d'avance, sans surprise, sans choix véritable. Pauvre enfant riche !» railla Elisabeth, masquant sa douleur derrière le sarcasme. « Je mérite votre colère, admit-il. Quand je vous ai rencontré, j'y étais en rébellion contre cette existence prédestinée. Je me faisais passer pour un architecte, vivant modestement de quelques économies, prétendant être libre des chaînes dorées de ma famille. Et notre mariage? Était-ce aussi un mensonge? Non, protesta-t-il vivement. Mon amour pour vous était réel, Elisabeth, le seul élément authentique de ma vie à cette époque. Alors pourquoi disparaître? Pourquoi me laisser sans un mot, sans ressources? François s'agenouilla devant elle, tentant de saisir ses mains qu'elle retira vivement. Mon père est décédé brutalement.
L'Empire risquait de s'effondrer si je ne reprenais pas immédiatement les commandes. J'ai paniqué. Je savais que vous m'aimiez pour ce que j'y étais, ou prétendais être. J'ai craint que vous ne m'acceptiez pas en tant qu'héritier d'une fortune bâtie sur le luxe et les apparences. Alors vous avez préféré m'abandonner plutôt que de me faire confiance. La voix d'Élisabeth tremblait d'indignation. Quelle noblesse de âme! J'ai commis la plus grande erreur de ma vie, avoua-t-il, le visage ravagé par le remords. Chaque jour sans vous a été une torture. J'ai tenté de vous retrouver, mais vous aviez déménagé, changé de travail. Pour survivre, vous aviez vidé nos comptes. François pâlit. Je n'ai jamais touché à notre argent. Mon père avait engagé des détectives privés qui ont dû intervenir. Je l'ignorais jusqu'à ce que je découvre la vérité bien plus tard, parmi ces papiers posthumes. La révélation ébranla Élisabeth. Toutes ces années, elle avait blâmé François pour cette ultime trahison. Mais si ce haine n'était pas lui, pourquoi revenir maintenant? Pourquoi cette mascarade avec le salon de thé? Le hasard, murmura-t-il. Je vous ai aperçu ce soir-là, au Grand Rivage. J'y étais en inspection incognito, comme je le fais régulièrement dans mes établissements. Quand j'ai vu comment Verlaine vous traitait, je n'ai pas pu intervenir directement sans révéler mon identité. Alors, vous avez orchestré cette comédie avec le salon de thé? Par pitié, par amour, Élisabeth. Ses yeux brillaient d'une émotion sincère. Je voulais vous revoir, comprendre la femme que vous étiez devenue, et peut-être obtenir une seconde chance. Le tonnerre gronda au dehors, comme un écho au tumulte qui agitait le cœur d'Élisabeth. 5 années de douleur et d'abandon ne s'effaçaient pas avec quelques explications, aussi sincères soient-elles. Vous m'avez observé, manipulé, comme un marionnettiste tirant les ficelles, dit-elle en se levant. Comment pourrais-je jamais vous faire confiance à nouveau? François s'approcha, gardant une distance respectueuse. Je ne vous demande pas de me pardonner immédiatement, juste de me laisser une chance de vous montrer qui je suis vraiment, sans masque, sans mensonge. La tempête redoublait d'intensité, les vagues écrasant contre les falaises en contrebas du manoir. Métaphore parfaite du chaos émotionnel qui déchirait Élisabeth. Le salon de thé, murmura-t-elle finalement. Est-ce vraiment à moi ou n'est-ce qu'un autre de vos jeux? Il est à vous, entièrement. J'ai acheté le bâtiment à votre nom. Que vous me pardonniez ou non, les glycines vous appartiennent. Un éclair illumina la pièce, révélant la vulnérabilité dans les yeux de François. Pour la première fois, Élisabeth entrevoyait l'homme derrière le masque, derrière les mensonges. Un homme imparfait, qui avait commis des erreurs monumentales, mais peut-être sincère dans son repentir. « Je dois réfléchir », dit-elle en se dirigeant vers la porte. « Seul. »« Bien sûr », acquiesça-t-il, « le majordome vous raccompagnera. Mais sachez une chose, Élisabeth, quelle que soit votre décision, je ne disparaîtrai plus. Je serai là, attendant aussi longtemps qu'il le faudra. » Alors qu'elle quittait la bibliothèque, Élisabeth sentit un frémissement au fond de son cœur. Était-ce de la colère, de la douleur, ou l'étincelle d'un sentiment qu'elle croyait mort depuis longtemps? L'aube se levait sur Deauville, peignant le ciel de teintes rosées qui se reflétaient dans les flaques laissées par l'orage nocturne. Élisabeth n'avait pas fermé, elle, l'œil. Assise à la fenêtre de son petit appartement, elle avait contemplé les étoiles s'effacer une à une, tandis que ses pensées tourbillonnaient comme les feuilles emportées par la tempête. François était vivant. François était riche. François l'avait retrouvé et observé en secret. Chaque certitude qu'elle avait construite s'effondrait, la laissant désemparée face à un avenir aussi imprévisible que troublant. À 7 heures, elle ouvrit les glycines comme chaque matin, trouvant refuge dans la routine familière. Pétrir la pâte, enfourner les tartes, disposer les tasses, ces gestes simples l'ancraient dans une réalité tangible, loin des révélations vertigineuses de la veille. Mathilde fut la première cliente, comme toujours. Elle s'arrêta net en voyant le visage pâle d'Élisabeth. « Mon Dieu, ma chérie, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. C'est un peu ça, » murmura Élisabeth en lui servant son thé habituel. Sans entrer dans les détails, elle confia à son amie qu'une personne de son passé avait réapparu, bouleversant tous ses repères.
Mathilde, elle, écouta avec attention, ses yeux vifs, brillants derrière ses lunettes rondes. L'amour et la rancune sont deux poisons, dit-elle finalement. L'un est doux, l'autre amer, mais les deux peuvent t'empêcher d'avancer si tu t'y accroches trop longtemps. Ce n'est pas si simple. Rien ne l'est jamais, ma chérie. Mais parfois, le pardon n'est pas tant un cadeau qu'on offre à l'autre qu'une libération qu'on s'accorde à soi-même. La sagesse de la vieille libraire résonna en Élisabeth toute la journée. Le salon se remplit, les clients se succédèrent, mais son esprit restait focalisé sur une question lancinante. Pouvait-elle pardonner à François? Plus importante encore, pouvait-elle lui faire confiance à nouveau? En milieu d'après-midi, alors que la clientèle S était momentanément clairsemée, la porte s'ouvrit sur une élégante femme d'une 60aine d'années. Grande, mince, impeccablement coiffée, elle portait un tailleur de haute couture qui détonnait dans l'ambiance décontractée du salon. « Madame Dumas ?» demanda-t-elle, son regard scrutant Élisabeth avec une intensité dérangeante. « Oui, c'est moi ?» La femme s'avança, tendit une main aux ongles parfaitement manucurés. « Hélène Mercier, la mère de François. » Élisabeth sentit son sang se glacer. « Comment vous ai-je trouvé ? Deauville n'est pas si grand, ma chère. Surtout quand on possède la moitié des hôtels de la région. » Hélène balaya la salle du regard. « Pouvons-nous discuter en privé ?» Encore sous le choc, Élisabeth la guida vers l'arrière-boutique, une petite pièce qui lui servait de bureau. Elle proposa un thé que sa belle-mère déclina d'un geste élégant. « Je serai brève », commença Hélène, s'asseyant sur l'unique chaise disponible. « Mon fils a toujours eu un penchant pour le mélodrame. Cette reconquête élaborée en est la preuve. » Elle soupira. « Mais son cœur est sincère, même si ses méthodes laissent à désirer. »« Vous étiez au courant de tout ?» demanda Élisabeth, tentant de masquer son ressentiment. « Pas immédiatement. François a toujours été secret, même avec moi. » Hélène marqua une pause. « Quand son père est décédé, nous étions au bord du gouffre, tant financièrement que émotionnellement. Mon mari a dilapidé une grande partie de notre fortune dans des investissements hasardeux. François a dû reprendre l'empire familial dans un état catastrophique. » Cette révélation ébranla Élisabeth. Elle avait toujours imaginé François nageant dans l'opulence pendant qu'elle luttait pour survivre. « Il aurait pu m'en parler, » objecta-t-elle, « me faire confiance. »« Oui, il aurait dû, » admit Hélène, avec une franchise désarmante. « Mon fils a hérité de l'orgueil de son père, malheureusement. Il préférait affronter seul l'adversité plutôt que d'admettre ses faiblesses. » Élisabeth observa cette femme qui représentait tout ce qu'elle n'était pas. L'assurance de classe, l'aisance aristocratique, la certitude d'appartenir à un monde privilégié. Pourquoi me dire tout cela? Parce que, contrairement à ce que vous pourriez croire, je ne suis pas venu vous dissuader de revoir mon fils. Hélène se leva, lissant une invisible imperfection sur sa jupe. Je suis venu vous dire que depuis 5 ans, je n'ai jamais vu François aussi vivant que depuis qu'il vous a retrouvé. Elle sortit une carte de visite de son sac. Voici mon numéro. Si vous avez des questions sur son passé, notre passé, je serai transparente. Alors qu'Hélène s'apprêtait à partir, elle se retourna une dernière fois. Ah, et j'ai goûté votre tarte aux pommes. François ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Un mince sourire étira ses lèvres parfaitement maquillées. Il avait raison, elle est divine. L'après-midi s'écoula dans un brouillard. Élisabeth servait, souriait, encaissait machinalement, son esprit accaparé par cette visite inattendue. Hélène Mercier était pas du tout la belle-mère hostile qu'elle avait imaginée. La fermeture, un livreur déposa un épais dossier portant l'entête d'un prestigieux cabinet d'avocats parisiens. À l'intérieur, Élisabeth découvrit l'acte de propriété des Glycines établi à son nom, ainsi qu'une lettre manuscrite de François. Quoi que vous décidiez concernant notre avenir, cette maison est vôtre. Pas comme une compensation ou une tentative d'achat de votre pardon, mais comme la reconnaissance que ce lieu vous correspond parfaitement et que vous lui avez insufflé une âme. Si vous souhaitez me revoir, je serai aux embruns. Si vous préférez que je disparaisse définitivement de votre vie, un mot de vous suffira.
avec tout mon amour, malgré mes erreurs, François. » Cette nuit-là, Élisabeth prit une décision. À 35 ans, elle avait trop souvent laissé les autres définir son existence. Il était temps qu'elle prenne les rênes de sa propre histoire. Le lendemain, elle contacta Charlotte Dorval, son amie d'enfance devenue chef renommée à Paris. Elles avaient perdu contact au fil des années, mais Élisabeth savait par les magazines gastronomiques que Charlotte avait ouvert un restaurant étoilé dans le Marais. « Élisabeth !» s'exclama Charlotte au téléphone, sa voix chaleureuse instantanément reconnaissable. « Quelle merveilleuse surprise! J'ai justement pensé à toi récemment. » Élisabeth lui expliqua brièvement sa situation. Son salon de thé à Deauville, son désir évoluait vers une carte plus élaborée incluant des déjeuners, son besoin de conseils professionnels. « Je prends le train demain », décida immédiatement Charlotte. « J'ai justement 2 jours de congé, et j'ai toujours adoré Deauville. » L'arrivée de Charlotte fut comme un tourbillon d'énergie dans la vie d'Élisabeth. Grande, volubile, ses cheveux roux flamboyants toujours en bataille, la chef apporta avec elle une créativité contagieuse et un pragmatisme revigorant. « Ton salon est un petit bijou », déclara-t-elle après avoir examiné les lieux. « Mais la cuisine est trop exiguë pour des déjeuners ambitieux. Il faudrait abattre cette cloison, réorganiser l'espace. » Elles passèrent la journée à esquisser des plans, à imaginer des menus, à calculer des budgets. Charlotte suggéra une formule brunch normand, mettant en valeur les produits locaux. Tartines au camembert fondu, œufs cocottes à la crème fraîche et aux champignons, galettes de pommes de terre, au lard fermier. « Tu as un don pour créer une atmosphère, Élisabeth », observa Charlotte en fin de journée. « Ce qui manque souvent aux restaurants étoilés, tu l'as naturellement, cette chaleur, cette authenticité qui fait qu'on se sent immédiatement chez soi. » Le soir venu, épuisée mais enthousiaste, elle partageait une bouteille de cidre sur la petite terrasse de l'appartement d'Élisabeth quand Charlotte aborda un sujet inattendu. « Et ton cœur dans tout ça ?» Toujours célibataire depuis François. Élisabeth hésita, puis, mue par un besoin soudain de confidence, raconta tout, les retrouvailles inattendues, les révélations, ses doutes persistants. Charlotte Lelle écouta attentivement, son visage expressif passant de la surprise à l'indignation, puis à une curiosité prudente. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle finalement. « Je ne sais pas », avoua Élisabeth. « Une part de moi veut lui donner une seconde chance. Une autre me hurle de fuir avant d'être blessée à nouveau. » Charlotte reposa son verre, pensive. « Tu sais, en cuisine, il arrive qu'on rate complètement une sauce. La réaction instinctive est de jeter le tout et de recommencer à zéro. » Elle sourit. « Mais parfois, avec les bons ingrédients et beaucoup de patience, on peut la rattraper et la transformer en quelque chose de nouveau. Le gagnant remportera non seulement une reconnaissance prestigieuse, mais également une subvention de 50 000 € pour développer son établissement, » annonçait le présentateur. « C'est un signe du destin !» s'exclama Charlotte, ses yeux verts pétillants d'excitation. « Tu dois absolument participer à ce concours. » Élisabeth secoua la tête. « C'est absurde, je tiens un salon de thé, pas un restaurant gastronomique. »« Justement !» C'est ce qui fera ta différence. » Charlotte arpentait la cuisine, gesticulant avec enthousiasme. « Imagine tous ces chefs prétentieux avec leurs mousses déconstruites et leurs émulsions à l'azote, et toi, avec ton authenticité et tes saveurs franches. » « Et si c'est encore une manigance de François ?» objecta Élisabeth. « Ce concours tombe bien trop à propos. » Charlotte s'arrêta net. « Tu crois qu'il orchestrerait un événement de cette ampleur juste pour toi ? Je ne sais plus quoi penser de lui, » soupira Élisabeth. « Il a passé 5 ans à me cacher sa véritable identité. » Le salon ouvrit comme chaque matin, mais l'atmosphère était électrique. La nouvelle du concours se répandait dans Deauville, et les clients ne parlaient que de cela. Plusieurs encouragèrent spontanément Élisabeth à participer, vantant ses tartes et ses pâtisseries avec une ferveur touchante. « Vous nous représenteriez merveilleusement », insista Mathilde en reposant sa tasse de thé. « Les Glycines incarnent l'âme de notre quartier. »
À midi, Charlotte repartit pour Paris, promettant de revenir pour l'aider si elle décidait de concourir. « Pense-y sérieusement, » dit-elle en l'embrassant. « Tu as un talent que beaucoup de chefs étoilés m'envieraient, celui de toucher les cœurs à travers tes créations. » Restée seule, Élisabeth oscilla toute la journée entre excitation et appréhension. Le soir venu, elle décida d'aller marcher sur la plage pour éclaircir ses idées. La marée était basse, offrant une immense étendue de sable ferme. Le soleil déclinant teintait l'horizon d'or et de pourpre, tandis que quelques promeneurs solitaires longèrent le rivage. Au loin, sur les falaises, la silhouette majestueuse du manoir des Embruns se détachait contre le ciel embrasé. François était-il là, contemplant le même coucher de soleil? Attendait-il un signe d'elle? La pensée qu'il puisse l'observer la troublait autant qu'elle l'émouvait. Perdue dans ses réflexions, elle faillit ne pas remarquer la silhouette qui s'approchait. Verlaine marchait droit vers elle, l'air hagard, les vêtements froissés contrastant avec son élégance habituelle. « Vous !» lança-t-il d'une voix éraillée. « Vous m'avez tout pris !» Instinctivement, Élisabeth recula. L'homme semblait avoir bu. « Je ne vous ai rien pris, monsieur Verlaine. 20 ans de loyaux services balayés en un instant, » continua-t-il, chancelant légèrement. « À cause de vous et de votre mari. François vous a renvoyé parce que vous m'avez humilié, » comprit Élisabeth. « Pas pour me protéger, mais parce que vous avez révélé son secret. » Verlaine ricana. « Me protéger, son précieux anonymat, valait apparemment plus que ma carrière. » Il s'approcha davantage, son haleine chargée d'alcool faisant grimacer Élisabeth. « Savez-vous combien d'autres femmes il a séduites pendant votre séparation? François Mercier, le grand séducteur des palaces européens. »« Ça suffit, » trancha-t-elle, refusant de se laisser déstabiliser. « Vos insinuations ne m'atteignent pas. »« Ah, mais ce ne sont pas des insinuations, » insista Verlaine avec un sourire mauvais. « Demandez donc à Hélène combien de prétendantes elle a écartées pour protéger l'empire familial. Votre belle-mère est passée maître dans l'art d'évincer les femmes trop ambitieuses. Le doute s'infiltra dans l'esprit d'Élisabeth. Était-ce pour cela qu'Hélène l'avait visitée? Pour l'évaluer, déterminer si elle représentait une menace pour la fortune des Mercier? Je vous suggère de rentrer chez vous, monsieur Verlaine. Vous avez manifestement besoin de repos. » Il fit un pas menaçant vers elle. « Ne me donnez pas d'ordre, vous n'êtes qu'une opportuniste qui... »« Tout va bien ici ?» La voix grave fit sursauter Élisabeth. Un homme venait d'apparaître derrière elle. Grand, athlétique, vêtu d'un uniforme de la police municipale. « Officier Moreau », se présenta-t-il. « Un problème, madame ?» Verlaine recula immédiatement, son agressivité fondant comme neige au soleil. « Aucun problème. Une simple conversation entre connaissances. »« Monsieur Verlaine allait justement partir, » confirma Élisabeth, soulagée par cette intervention providentielle. L'ancien directeur S éloigna en marmonnant, lançant un dernier regard venimeux par-dessus son épaule. « Merci, » souffla Élisabeth, une fois Verlaine hors de portée. « Je vous en prie, je vous ai reconnu. Vous tenez le salon de thé Les Glycines, n'est-ce pas ?» Le policier sourit. « Ma fille est folle de vos macarons à la vanille. » Ils échangèrent quelques mots cordiaux avant qu'Élisabeth ne reprenne sa promenade, l'esprit encore plus embrouillé qu'auparavant, les accusations de Verlaine, bien que probablement exagérées sous l'effet de la rancœur et de l'alcool, avaient semé des graines de doute. François avait-il réellement enchaîné les conquêtes pendant leur séparation? Hélène manipulait-elle les événements en coulisses? Et ce concours gastronomique, simple coïncidence ou plan orchestré? En rentrant chez elle, Élisabeth trouva un paquet devant sa porte. À l'intérieur, un vieux livre de cuisine patiné par le temps, Les secrets de la pâtisserie normande, 1912. Une note manuscrite l'accompagnait. Ceci appartenait à ma grand-mère. Elle aurait aimé qu'il vous revienne. Pour le concours, peut-être? F. Touchée malgré elle par cette attention, Élisabeth feuilleta l'ouvrage. Les pages jaunies regorgeaient de recettes traditionnelles annotées à la main, de conseils transmis de génération en génération. Entre deux pages, une vieille photographie en noir et blanc montrait une femme élégante, posant fièrement devant une pâtisserie, Confiserie Mercier, Deauville, 1920. Une révélation frappa Élisabeth.
La famille de François n'avait pas toujours été dans l'hôtellerie de luxe. Ils avaient de commencer, comme elle, par un modeste commerce de bouche. Le lendemain, sa décision était prise. Elle s'inscrirait au concours, non pas pour François, ni pour prouver quoi que ce soit, mais pour elle-même, pour affirmer la valeur de son travail, de sa vision. Pendant les semaines qui suivirent, les glycines ne désemplissaient pas. La nouvelle de la participation d'Élisabeth au concours avait créé un engouement local, chacun voulant goûter les créations de leur candidate. Charlotte venait chaque week-end de Paris, apportant son expertise technique et son œil critique pour affiner les recettes. Ensemble, elles conçurent un menu qui racontait une histoire, celle de Élisabeth, de ses racines, de ses épreuves et de ses espoirs. Chaque plat représentait une étape de son parcours, culminant avec une réinterprétation moderne de la tarte tatin, hommage à la tradition française, mais avec une touche personnelle audacieuse. François ne réapparut pas au salon, respectant visiblement son besoin d'espace. Mais Élisabeth sentait sa présence invisible dans les détails. Un panier de pommes rares, livré sans expéditeur, un nouvel équipement de cuisine mystérieusement offert par un admirateur anonyme, des articles de presse mentionnant les glycines comme favoris du public. Hélène, en revanche, devint une visiteuse régulière. À la surprise de Élisabeth, sa belle-mère se révéla être une alliée précieuse, partageant des souvenirs de famille et des anecdotes sur l'histoire culinaire de la région. Le père de François détestait la cuisine, confia-t-elle un après-midi, sirotant un thé au jasmin. Il a transformé la confiserie familiale en boutique de luxe, puis en hôtel. Une évolution nécessaire, disait-il. Mais son fils a toujours eu la nostalgie de nos racines pâtissières. Ce fragment d'histoire éclaira sous un jour nouveau le comportement de François. Peut-être avait-il toujours été déchiré entre le devoir familial et ses véritables aspirations. La veille du concours, alors que Élisabeth fermait le salon, épuisée par les préparatifs, Jean-Marc Sorel, le maire de Deauville, poussa la porte. « Madame Dumas, j'espérais vous trouver encore ouverte. » L'homme, jovial et bedonnant, s'avança avec enthousiasme. « Je tenais à vous souhaiter personnellement bonne chance pour demain. C'est très aimable à vous, monsieur le maire. Toute la ville vous soutient, vous savez. Votre salon a ramené une âme dans ce quartier. » Il baissa la voix, comme pour une confidence. « Entre nous, je suis ravi que le groupe Mercier ait finalement décidé d'organiser cet événement chez nous plutôt qu'à Cannes, comme était initialement prévu. » Cette information frappa Élisabeth. Initialement prévu à Cannes ? Oui. Mais François Mercier a insisté pour relocaliser l'événement à Deauville, une décision de dernière minute qui nous a tous surpris. Le maire lui tapota affectueusement l'épaule. « La chance vous sourit, ma chère. » Après son départ, Élisabeth resta immobile, assimilant cette révélation. Le concours n'avait pas été créé pour elle, il avait été déplacé pour elle. Cette nuance changeait tout. À 23 heures, incapable de trouver le sommeil, elle prit une décision impulsive. Enfilant un manteau léger, elle appela un taxi pour le manoir des Embruns. La demeure était plongée dans la pénombre, seules quelques fenêtres encore éclairées. Le majordome qui lui ouvrit parut à peine surpris de sa visite tardive. « Monsieur est dans la bibliothèque », indiqua-t-il simplement. François se tenait exactement comme lors de leur dernière rencontre, contemplant la mer à travers la haute fenêtre. Il se retourna lentement, son visage trahissant une émotion contenue. Le concours était prévu à Cannes, lança Élisabeth sans préambule. Un sourire mélancolique étira ses lèvres. Le maire et sa légendaire discrétion. Pourquoi l'avoir déplacé ? François s'approcha, s'arrêtant à une distance respectueuse. Parce que j'ai vu votre potentiel avant même que vous ne le reconnaissiez vous-même. Ce salon de thé n'est pas un passe-temps, Élisabeth. C'est votre vocation. Vous manipulez encore ma vie, objecta-t-elle, mais sans la colère qu'elle aurait ressentie quelques semaines plus tôt. Je vous offre une scène. Ce que vous en ferez demain dépend entièrement de vous. Il hésita, puis ajouta doucement. Je serai dans le public, mais le jury ne connaît pas notre lien. Votre succès ou votre échec ne dépendra que de votre talent. Élisabeth sentit une étrange sérénité l'envahir. Je ne suis pas venue pour parler du concours, pas uniquement.
Pourquoi êtes-vous venu, alors? Pour vous dire que je ne sais toujours pas si je peux vous pardonner, répondit-elle franchement. Ou mais je suis prête à essayer de comprendre, à écouter votre histoire, la vraie, cette fois. François s'assit dans un fauteuil, l'invitant à faire de même. Pendant les heures qui suivirent, il lui raconta tout. Son enfance privilégiée mais solitaire, son rejet des mondanités familiales, sa double vie d'architecte amateur qui lui avait permis de la rencontrer, puis la mort brutale de son père révélant une situation financière catastrophique. « J'ai cru vous protéger en disparaissant », conclut-il alors que l'aube pointait à l'horizon. « J'y étais convaincu que vous me détesteriez si vous découvriez mes mensonges, que vous me croiriez intéressé uniquement par votre statut social modeste. Une sorte de fantasme d'homme riche cherchant l'authenticité. »« Était le cas ?» demanda doucement Elisabeth. « Non, j'ai aimé la femme que vous êtes, forte, passionnée, authentique. Pas votre situation. » Ils restèrent silencieux un long moment, contemplant ensemble le soleil qui se levait sur la mer, peignant le ciel de teintes pastel. Dans quelques heures, le concours commencerait. Dans quelques heures, une nouvelle page de leur histoire, écrirait peut-être. « Je dois rentrer », dit finalement Elisabeth en se levant. « J'ai une compétition à préparer. » François acquiesça. Alors qu'elle atteignait la porte, il l'appela. « Elisabeth ?» Elle se retourna. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, sachez que je suis fier de vous, de la femme que vous êtes devenue sans moi. » Ces mots l'accompagnèrent jusqu'au salon de thé, résonnant en elle comme une reconnaissance qu'elle avait attendue pendant 5 longues années. La salle de réception du Grand Rivage avait été transformée en un temple de la gastronomie. Des postes de cuisine étincelants s'alignaient sous les lustres de cristal, tandis qu'un jury composé de critiques culinaires renommés et de chefs étoilés s'installait sur une estrade. La presse locale et nationale se pressait, captant chaque moment de ce qui était déjà qualifié d'événement gastronomique majeur en Normandie. Elisabeth, vêtue d'une simple robe bleue assortie à la devanture des glycines, observait la scène avec un mélange d'appréhension et de détermination. Charlotte était à ses côtés, organisant frénétiquement leurs ustensiles et ingrédients. « Ne te laisse pas impressionner », murmura-t-elle en désignant un homme corpulent qui paradait devant les caméras. « C'est Marcel Fournier, 2 étoiles à Trouville. Beaucoup de technique, peu d'âme. En tout, 8 candidats s'affrontaient, représentant l'éventail complet de la gastronomie normande. Des restaurants étoilés aux bistrots traditionnels, en passant par une école hôtelière réputée. Elisabeth était la seule représentante d'un salon de thé, ce qui lui valait des regards tantôt condescendants, tantôt intrigués. « Mesdames et messieurs », annonça le présentateur, « bienvenue au premier Grand Prix culinaire de Normandie, généreusement organisé par le groupe hôtelier Mercier. » La foule applaudit, tandis qu'Elisabeth cherchait François du regard. Elle le repéra finalement au fond de la salle, élégant mais discret, accompagné d'Hélène, dont le visage impassible ne trahissait aucune émotion. Les candidats auront 3 heures pour préparer un menu complet, célébrant les traditions culinaires normandes, tout en les réinventant. Le jury évaluera l'originalité, la technique et, bien sûr, la saveur. Le coup d'envoi fut donné dans un concert de casseroles et de consignes lancées aux assistants. Charlotte et Elisabeth S. étaient préparées méticuleusement, chorégraphiant chaque mouvement pour maximiser leur efficacité dans l'espace restreint. Leur menu était une ode à la Normandie, mais aussi au parcours de Elisabeth, une entrée de Saint-Jacques poêlée sur un lit de poireaux fondants, symbolisant les trésors cachés sous une apparence simple. Un plat principal de volaille fermière aux pommes et au cidre, représentant la résilience et l'adaptation, et en apothéose, leur réinterprétation de la tarte tatin aux pommes caramélisées et à la crème légèrement infusée de épices. Alors qu'elle s'activait, Elisabeth remarqua le chef Fournier qui observait leur poste avec un sourire narquois. « Un salon de thé qui prétend faire de la haute cuisine », l'entendit-elle murmurer à son assistant. « On aura tout vu. » Charlotte voulut répliquer, mais Elisabeth l'arrêta d'un geste. « Concentrons-nous sur notre travail. C'est la seule réponse qui compte. » 2 heures écoulèrent dans une tension palpable.
Les caméras circulaient entre les postes, capturant les moments de grâce et de panique. À mi-parcours, un incident secoua la compétition. Un des candidats, le chef d'un bistrot réputé de Honfleur, s'effondra, victime d'un malaise. Médecins et organisateurs s'agitèrent, tandis qu'on l'emmenait se reposer. Le stress de ces compétitions est terrible, commenta Charlotte en baissant la voix. J'ai vu des carrières brisées par la pression. Elisabeth acquiesça, soudain consciente de l'importance démesurée que beaucoup accordaient à ces événements. Pour certains, il s'agissait de reconnaissance professionnelle, de prestige, de étoiles au guide Michelin. Pour elle, Césée était autre chose, une affirmation de soi, une preuve qu'elle pouvait se tenir fièrement sur ses propres fondations. Dans la dernière demi-heure, le rythme s'accéléra frénétiquement. Des jurons étouffés fusaient des postes voisins, des assistants couraient dans tous les sens, et le présentateur commentait avec emphase la tension électrique qui régnait dans la salle. Charlotte et Elisabeth, elles, travaillaient dans une harmonie silencieuse. Leur tarte tatin sortit du four exactement comme elles l'avaient imaginé, dorée, brillante, parfumant l'air d'une odeur envoûtante de caramel et de pommes confites. « C'est parfait !» souffla Charlotte, les yeux brillants, « absolument parfait !» Le gong final retentit. Les candidats, épuisés mais fiers, présentèrent leur création sur des plateaux qu'une brigade de serveurs en gants blancs porta cérémonieusement devant le jury. Elisabeth retint son souffle lorsque ces plats furent présentés. Les jurés goûtèrent en silence, leurs visages impénétrables. Seul un léger haussement de sourcils du plus âgé d'entre eux trahit une réaction à sa tarte tatin. Après 1 heure de délibération qui parut interminable, le jury revint, suivi par les caméras et l'attention fébrile de l'Assemblée. Avant d'annoncer les résultats, déclara la présidente du jury, une critique gastronomique influente, « Nous tenons à souligner l'exceptionnelle qualité des propositions de cette année. La Normandie peut être fière de ses talents culinaires. » Un à un, les prix secondaires furent décernés. Meilleure technique, meilleure présentation, coup de cœur du public. Puis vint le moment crucial. La critique se redressa, ouvrit l'enveloppe. Le grand prix culinaire de Normandie est attribué à... Un silence assourdissant envahit la salle. Les Glycines, pour un menu qui a su nous toucher par sa sincérité, sa maîtrise et sa poésie culinaire. L'annonce fut suivie d'une explosion d'applaudissements. Charlotte poussa un cri de joie et serra Elisabeth dans ses bras. Mathilde, venue avec une délégation de commerçants du quartier, agitait frénétiquement un petit drapeau improvisé aux couleurs des Glycines. Étourdie, Elisabeth monta sur l'estrade pour recevoir son trophée. Son regard croisa celui de François, dont le visage rayonnait d'une fierté évidente. Hélène, à ses côtés, applaudissait avec une élégance mesurée mais sincère. « Un mot pour le public ?» demanda le présentateur en lui tendant le micro. Elisabeth prit une profonde inspiration. « Ce prix n'est pas seulement le mien, il appartient à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi parfois plus que je ne croyais en moi-même. » Sa voix se raffermit. « Il prouve qu'on peut tomber, être humilié, perdre presque tout, et pourtant se relever plus fort. La vraie victoire n'est pas ce trophée, mais le chemin parcouru pour l'obtenir. » Les félicitations s'enchaînèrent. Les photographes capturèrent son moment de gloire sous tous les angles. Le maire l'embrassa sur les 2 joues, proclamant fièrement que les Glycines étaient un joyau de Deauville. Au milieu de cette agitation, Elisabeth aperçut Verlaine, qui observait la scène depuis l'entrée de la salle, le visage fermé. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle y lut non pas de la colère, mais une résignation mêlée d'une étrange tristesse. Il hocha imperceptiblement la tête, comme pour reconnaître sa victoire, puis disparut dans la foule. La soirée se prolongea par une réception somptueuse dans les jardins du Grand Rivage. Elisabeth fut assaillie de propositions. Éditeur pour un livre de recettes, investisseur intéressé par une franchise des Glycines, producteur d'émissions culinaires, Charlotte, qui gérait ses sollicitations avec l'aisance d'une professionnelle habituée aux médias, l'entraîna finalement à l'écart pour un moment de répit. « Tu te rends compte de ce qui vient de se passer ?» demanda-t-elle en lui tendant une coupe de champagne. « Tu viens d'entrer dans la cour des grands, Elisabeth.
C'est vertigineux, admit-elle. Il y a quelques mois, J était humilié dans ce même hôtel. Et maintenant, le monde s'ouvre à toi. Charlotte sourit malicieusement. Y compris certaines portes du cœur, peut-être? Elle désigna discrètement François, qui conversait avec des dignitaires locaux, leur jetant régulièrement des regards en coin. « C'est compliqué, » soupira Élisabeth. « L'amour l'est toujours, » philosopha Charlotte. « Mais parfois, les recettes les plus complexes donnent les plats les plus mémorables. » La soirée touchait à sa fin lorsque François s'approcha enfin d'Élisabeth. Il se tenait à une distance respectueuse, comme s'il craignait qu'un pas de trop ne brise les équilibres fragiles entre eux. « Félicitations, » dit-il simplement. « Votre victoire est amplement méritée. »« Merci. » Élisabeth hésita, puis ajouta, « Pour cela et pour tout le reste. » Un silence chargé de non-dits s'installa entre eux. Autour d'eux, les invités commençaient à se disperser, et les jardins illuminés par des lanternes se vidaient progressivement. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença Élisabeth, « à nous, à ces 5 années, à vos explications. » Elle marqua une pause. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner entièrement. Pas encore. Mais je suis prête à essayer de comprendre, à reconstruire quelque chose. Pas exactement ce que nous avions, mais peut-être quelque chose de nouveau. » Le visage de François s'illumina d'un espoir contenu. « Je ne vous demande rien de plus qu'une chance, Élisabeth. Une chance de vous montrer l'homme que je suis devenu, sans masque, sans mensonge. Cela prendra du temps, prévint-elle. Le temps est ce que j'ai de plus abondant à vous offrir, répondit-il avec un sourire qui rappela à Élisabeth celui du jeune architecte dont elle était tombée amoureuse. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'Hélène, majestueuse dans sa robe de soirée. « Ma chère, dit-elle en embrassant Élisabeth avec une chaleur qui la surprit. Votre triomphe est, l'événement le plus excitant que Deauville ait connu depuis des années. » Puis, se tournant vers son fils, « Je crois que ton grand-père aurait été fier de voir son héritage pâtissier renaître à travers Élisabeth. La boucle est bouclée, d'une certaine façon. » Ces mots résonnèrent profondément en Élisabeth. La destinée avait tracé d'étranges chemins pour les réunir à nouveau, François et elle, comme si les fils de leur vie étaient inextricablement liés, malgré les ruptures et les détours. Plus tard cette nuit-là, alors que Élisabeth rentrait seule à son appartement, le trophée soigneusement emballé sous le bras, elle s'arrêta un instant sur la promenade face à la mer. La lune traçait un chemin argenté sur les vagues, invitant aux rêves et aux possibles. Le lendemain, les glycines ouvriraient comme chaque jour. Elle servirait ses fidèles clients, préparerait ses pâtisseries, vivrait sa vie avec cette nouvelle reconnaissance. Quant à François, le temps dirait si leur chemin pouvait véritablement se rejoindre à nouveau. Pour l'instant, debout face à l'immensité de l'océan, Élisabeth se sentait enfin en paix avec elle-même. La véritable victoire n'était pas ce trophée, ni même la reconnaissance professionnelle, mais cette certitude tranquille d'avoir trouvé sa place dans le monde. Une place qu'elle avait construite de ses propres mains, avec courage et détermination. Une place que personne ne pourrait jamais plus lui enlever. L'automne avait paré Deauville de teintes flamboyantes. Les arbres bordant la promenade des Planches arboraient des feuillages rouges et dorés, et la mer, plus sombre, roulait des vagues couronnées d'écume blanche jusqu'à l'horizon. 6 mois étaient écoulés depuis la victoire d'Élisabeth au Grand Prix culinaire de Normandie. Les glycines avaient connu une métamorphose subtile mais profonde. Grâce à la subvention remportée lors du concours, Élisabeth avait pu acquérir le bâtiment adjacent, agrandissant son salon pour y inclure un espace restaurant. L'arrière-cour, autrefois délaissée, était désormais une terrasse couverte où les clients savouraient les délices culinaires, même les jours de pluie. Charlotte avait quitté son restaurant parisien pour devenir associée des glycines, apportant son expertise gastronomique et sa créativité débordante. Ensemble, les deux amis avaient créé un concept unique, un établissement où la pâtisserie fine côtoyait une cuisine inspirée des traditions normandes, mais réinventée avec audace. Ce matin-là, Élisabeth se tenait devant son établissement, observant la nouvelle enseigne en bois sculpté,
Les glycines, salon de thé en table d'hôte. Une douce fierté l'envahit en contemplant ce qu'elle avait bâti. Les premières critiques gastronomiques avaient été dithyrambiques, certains évoquant même une possible étoile Michelin à l'horizon. « Tu es en avance ?» lança Charlotte en la rejoignant, ses cheveux roux ébouriffés par la brise marine. « Nerveux, le grand jour !» Elisabeth sourit. Un peu. C'est une étape importante. Aujourd'hui marquait l'inauguration officielle de la nouvelle formule des glycines, en présence de la presse et des figures importantes de la gastronomie régionale. Mais ce N n'était pas la seule raison qui rendait cette journée spéciale. À 10 heures précises, Mathilde arriva, impeccablement vêtue d'un tailleur pastel qui lui donnait des airs de grand-mère élégante. « Je suis venue en éclaireur », annonça-t-elle avec un clin d'œil. Les journalistes se rassemblent déjà devant le manoir. Le manoir des Embruns avait également connu une transformation. François y avait établi le siège normand du groupe Mercier, mais surtout, il y avait créé une fondation pour soutenir les petites entreprises culinaires de la région. Une façon, avait-il expliqué à Elisabeth, de réconcilier l'héritage familial avec ses propres valeurs. Leur relation avait lentement évolué au fil des mois. Des dîners occasionnels étaient devenus des rencontres régulières, des conversations prudentes, elles s'étaient transformées en échanges profonds et authentiques. François lui avait montré, pas à pas, l'homme qu'il était réellement, avec ses forces et ses failles. « Il arrive !» murmura Charlotte en désignant une voiture qui s'engageait dans la rue. François en descendit, vêtu avec une élégance discrète qui le caractérisait désormais. À ses côtés, Hélène semblait avoir adouci sa rigidité aristocratique, arborant un sourire presque chaleureux. « Bonjour !» dit-il simplement en s'approchant d'Elisabeth. Malgré la reprise de leur relation, il gardait toujours une certaine retenue en public, respectant son indépendance chèrement acquise. Elle le salua d'un sourire. « Prêt pour la grande annonce ?»« Plus que prêt, » répondit-il, une lueur d'excitation dans le regard. 1 heure plus tard, les glycines bourdonnaient d'activité. Journalistes, photographes, chefs locaux et clients fidèles se pressaient dans l'espace agrandi. Des plateaux de mignardise circulaient, présentant les créations signatures de la maison, tartelettes aux pommes caramélisées, macarons à la fleur de sel de Guérande, financiers aux noisettes de la région. Le maire prit la parole en premier, vantant la renaissance culturelle et gastronomique de Deauville, symbolisée par le parcours inspirant de Madame Dumas. Puis, ce fut au tour de François de s'avancer vers le petit pupitre installé pour l'occasion. « Mesdames les messieurs », commença-t-il, sa voix posée captivant immédiatement l'audience, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non seulement la réussite exceptionnelle des glycines, mais aussi pour annoncer une initiative qui nous tient particulièrement à cœur. » Il expliqua alors le projet qui les avait occupés, Elisabeth et lui, ces derniers mois. La création d'une école de pâtisserie et d'art culinaire qui s'installerait dans l'aile et du manoir des Embruns. Cette école sera ouverte à tous, avec un programme de bourse pour les jeunes talents sans ressources, précisa François. Elle perpétuera le savoir-faire français tout en encourageant l'innovation et la créativité. Ce qu'il ne mentionna pas publiquement était que cette école représentait aussi un hommage aux origines modestes de sa famille, avant que l'empire hôtelier ne les fasse basculer dans le monde du luxe et des apparences. J'ai l'immense plaisir d'annoncer que la direction pédagogique de cette école sera assurée par Madame Elisabeth Dumas, conclut-il sous les applaudissements nourris de l'Assemblée. Elisabeth s'avança, émue par cette reconnaissance. Elle avait longuement hésité avant d'accepter ce poste, craignant que son indépendance durement gagnée ne soit compromise. Mais François avait su la convaincre en lui offrant une liberté totale dans la conception du programme et la sélection des étudiants. « Merci pour votre confiance », dit-elle simplement. « Cette école incarnera les valeurs qui me sont chères, l'authenticité, le partage et la conviction que chacun mérite une seconde chance pour révéler son potentiel. » Ces mots résonnaient avec son propre parcours, depuis l'humiliation subie dans le hall du Grand Rivage jusqu'à cette consécration. La cérémonie se poursuivit par un moment symbolique. François et Elisabeth dévoilant ensemble la maquette de la future école, sous les flashs des photographes.
On dirait presque un couple présidentiel, chuchota malicieusement Charlotte à l'oreille d'Élisabeth, la faisant rougir légèrement. Un buffet somptueux fut ensuite servi, mettant à l'honneur les créations des Glycines et quelques plats signatures du Grand Rivage, dont la direction culinaire avait été entièrement renouvelée sur les conseils d'Élisabeth. Une façon de symboliser la réconciliation entre les deux établissements, autrefois antagonistes. Alors que la réception battait son plein, Élisabeth S. éclipsa discrètement vers la terrasse arrière. Elle avait besoin d'un moment de solitude pour assimiler tout ce qui était arrivé dans sa vie en si peu de temps. « Je te dérange ». La voix de François la fit se retourner. « Non, j'avais juste besoin d'air. » Il s'approcha, respectant néanmoins son espace personnel. « C'est beaucoup à absorber, n'est-ce pas ? Parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, admit-elle. Il y a 1 an, J était une femme blessée, en colère, qui luttait pour survivre. Et maintenant, tu es exactement là où tu dois être, compléta doucement François. Tu as construit tout cela, Élisabeth. Pas moi, pas mes investissements, pas le concours. Toi. Elle sourit, touchée par cette reconnaissance. Nous avons parcouru un long chemin tous les deux, et il reste encore tant à découvrir, murmura-t-il, son regard s'attardant sur elle avec une tendresse non dissimulée. Au fil des mois, leur relation avait lentement évolué d'une méfiance prudente vers une complicité retrouvée. Ils avaient réappris à se connaître, cette fois sans mensonge ni faux semblants. François lui avait montré des facettes de sa personnalité qu'il avait toujours cachées durant leur premier mariage. Sa vulnérabilité, ses doutes, sa passion pour les arts que son père avait toujours méprisés. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en sortant une petite boîte de sa poche. « Ce n'est pas ce que tu crois », ajouta-t-il rapidement en voyant son expression. « Ouvre-la !» À l'intérieur se trouvait une clé ancienne, patinée par le temps. Élisabeth la reconnut immédiatement, celle du 17 rue des Glycines, son premier salon de thé à Deauville. Pourquoi me la rendre maintenant? Parce qu'elle symbolise ton nouveau départ. Le moment où tu as choisi de te reconstruire, malgré l'humiliation et la douleur. François hésita avant d'ajouter, et peut-être aussi un peu le début de notre seconde chance. Élisabeth serra la clé dans sa paume. Cet objet représentait tant de choses, sa renaissance, son courage, le chemin parcouru depuis ce soir d'humiliation. « Tu sais, » dit-elle doucement, « j'ai longtemps cru que la pire chose qui me soit arrivée était ton départ. Puis j'ai pensé que était cette soirée au Grand Rivage, quand j'ai été conduite devant tout le monde. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais aujourd'hui, je comprends que ces épreuves m'ont forgé. Sans elles, je n'aurais jamais découvert ma propre force. » François acquiesça gravement. « Parfois, nous devons tout perdre pour découvrir qui nous sommes vraiment. » Un serveur apparut discrètement pour les informer que leur présence était requise à l'intérieur. La presse souhaitait des photos du couple devant la maquette de l'école. « Prête à affronter à nouveau la foule ?» demanda François, en lui offrant son bras. Élisabeth hésita un instant. Ce geste simple était chargé de symboles, non seulement pour les photographes qui immortaliseraient l'instant, mais pour eux deux. Accepter son bras signifiait reconnaître publiquement leur rapprochement, admettre qu'ils formaient de nouveau, d'une certaine façon, un couple. Était-elle prête? La question dansait dans son esprit depuis des semaines. François avait été patient, ne la pressant jamais, respectant son besoin d'indépendance et son désir d'avancer à son propre rythme. « Oui », dit-elle finalement, glissant son bras sous le sien. « Je suis prête. » Ils rentrèrent ensemble dans le salon bondé, accueillis par une vague d'applaudissements. Charlotte leur adressa un clin d'œil complice, tandis qu'Hélène, remarquablement, semblait émue. La soirée se prolongea tard dans la nuit. Les Glycines n'avaient jamais connu une telle affluence, une telle joie. Élisabeth circulait parmi ses invités, échangeant quelques mots avec chacun, savourant le fruit de son travail. Vers minuit, alors que les derniers invités se dispersaient, François la rejoignit près de la cheminée où un feu doux réchauffait l'atmosphère automnale. « Une journée parfaite, » dit-il, en contemplant les flammes. « Mais presque parfaite, » nuança Élisabeth avec un sourire énigmatique. « Que manque-t-il ?»«
Au lieu de répondre, elle se pencha vers lui et, pour la première fois depuis leur retrouvaille, l'embrassa. Un baiser doux, prudent, qui portait en lui la promesse de nouveaux départs. « Maintenant, elle est parfaite », murmura-t-elle en se reculant légèrement. François resta silencieux un instant, visiblement ému par ce geste inattendu. « Sais-tu quel jour nous sommes ?» demanda-t-il finalement. Élisabeth secoua la tête, intriguée. « Cela fait exactement 1 an que tu es entré au grand rivage et que notre histoire a recommencé. » Cette révélation la frappa. 1 année complète était écoulée depuis cette humiliation qui avait finalement ouvert la voie à sa renaissance. Une boucle qui se bouclait parfaitement. « J'ai une question à te poser, » dit François, soudain sérieux. « Tu n'es pas obligé de répondre immédiatement. » Élisabeth se tendit légèrement, pressentant l'importance du moment. « Accepterais-tu de revenir vivre au manoir des Embruns? Pas comme mon épouse. Pas encore. Je sais que nous avons encore du chemin à parcourir, mais comme partenaire, dans tous les sens du terme. Pour elle l'école, pour le futur que nous construisons. » La proposition la surprit, non par sa nature, mais par sa formulation. François ne lui demandait pas de redevenir sa femme, de reprendre leur ancien schéma, mais d'inventer avec lui quelque chose de neuf, sur des bases de égalité et de respect mutuel. Dehors, la mer murmurait son chant éternel. Les lanternes du jardin projetaient une lumière douce sur les glycines qui avaient donné leur nom à son salon. Ces fleurs qui s'accrochent, persistent et transforment de leurs grappes violettes les structures qui les soutiennent. « Oui, » répondit-elle simplement, « je suis prête pour ce nouveau chapitre. » Dans ses yeux brillait non pas la naïveté de la jeune femme qu'elle avait été, mais la sagesse d'une femme qui avait traversé l'épreuve et en était sortie grandie. Une femme qui choisissait désormais sa vie en pleine conscience, sans se laisser définir par les autres. François prit sa main avec une révérence qui témoignait de sa compréhension de ce cheminement. « Alors, commençons cette nouvelle histoire. Ensemble. » Élisabeth contempla une dernière fois son salon de thé, son refuge, son tremplin. Les glycines continueraient à prospérer sous sa direction, un testament vivant de sa résilience et de sa créativité. Mais désormais, son horizon élargissait vers de nouveaux défis, de nouvelles aventures. Tandis qu'ils quittaient ensemble le salon, une certitude l'habitait, quelle que soit la route à venir, elle l'affronterait non plus avec la peur d'être abandonnée ou humiliée, mais avec la confiance tranquille d'une femme qui connaissait sa valeur. Car la véritable revanche était jamais de détruire ou de se venger, mais de s'élever si haut que plus personne, pas même soi-même, n'oserait plus jamais vous rabaisser. Fin.